Je suis donc directrice d'études à l'Observatoire des inégalités et je co-dirige le rapport qui vient de sortir, rapport sur les riches en France avec Louis Morin. Il a été créé donc en 2003, donc en effet, il aura 20 ans l'année prochaine. Il a été créé par Patrick Savidan, philosophe, et Louis Morin, qui à l'époque était journaliste économique, qui en est l'actuel directeur. Il a été créé dans la suite de 2002 et l'élection présidentielle, arrivée de l'extrême droite au deuxième tour, avec l'idée pour ces personnes que la montée des inégalités était peu mesurée à l'époque, c'est plus tout à fait le cas aujourd'hui, et était un des facteurs qui expliquait la défiance dans la démocratie et la montée des inégalités, et à notre sens, ça reste tout à fait vrai aujourd'hui, un facteur de tension sociale et un sentiment d'hypocrisie entre des discours et des actes, des discours qui continuent d'afficher égalité au fronton des mairies et des écoles, et puis égalité des chances, égalité de destin dans le discours présidentiel par exemple. L'Observatoire des inégalités, c'est donc un organisme indépendant qui se donne 3 missions. D'abord, c'est la principale mission, dresser un état des lieux des inégalités en France, avec également une rubrique sur les inégalités mesurées à l'échelle internationale. On a un site internet qui, article après article, présente des données. Ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment donner des éléments factuels pour mesurer les inégalités. Et puis les 2 autres missions, il y a apporter un éclairage par les différentes sciences sociales, pas seulement l'économie, mais aussi la sociologie, la philo, d'autres disciplines, le rendre accessible au plus grand nombre, dans un langage le plus clair possible, et enfin, à l'occasion, on ne s'interdit pas de faire quelques propositions politiques publiques, même si c'est pas notre principale mission. Oui, c'est pas un rapport commandé. On ne fait pas à la demande d'un ministre ou d'un parti politique. On est autonome d'ailleurs de tout parti politique, de toute école de pensée, autonome également de la publicité. Et donc pour financer notre travail, on fait appel principalement aux dons. C'est le cas pour l'ensemble des activités de l'Observatoire, et c'est plus particulièrement le cas lorsque on publie l'un ou l'autre de nos rapports. On fait appel pour ça au financement participatif. Donc là, en l'espèce, pour ce document qui vient de paraître, 700 personnes ont contribué pour un petit montant, ce qui apporte à notre organisme à la fois autonomie financière et puis politique. Oui, être riche, c'est avoir beaucoup, mais combien? C'est la première question à laquelle il faut répondre pour pouvoir mesurer la richesse en France, dire combien de personnes sont riches, comment ça évolue, quels sont leurs revenus, quel est leur portrait sociodémographique. Voilà les ambitions de ce rapport. Alors, on pose un préalable méthodologique qu'on aimerait voir repris par d'autres, comme ça existe pour la pauvreté. Quand on mesure la pauvreté, on établit aussi un rapport sur la pauvreté en France. Là, on dispose de données qui sont établies à partir d'un seuil de pauvreté. Sont considérées comme pauvres les personnes qui vivent sous ce seuil de pauvreté. Et bien pour parler de la richesse, on propose de faire la même chose, à savoir poser un seuil de richesse au-delà duquel on va être considéré comme riche. Alors à quel niveau fixer ce seuil de richesse? L'Observatoire des inégalités considère comme riche toute personne qui gagne 2 fois plus que le niveau de vie médian. Le niveau de vie médian, c'est celui du milieu de la société, qui partage la société en 2, la moitié gagne moins et l'autre moitié gagne plus. Ce niveau de vie médian, il se situe autour de 1 850 €. Donc quand on multiplie par 2, pour une personne seule et après impôt, eh bien on obtient un chiffre précisément de 3 673 € par mois pour une personne seule. Ça correspond à 5 500 € pour un couple, 7 700 pour un couple avec 2 enfants. Au-dessus de ce seuil, on considère que les personnes sont riches. On fait la même chose pour le patrimoine. Et puis le troisième aspect, il est un petit peu plus qualitatif, parfois plus difficile à saisir et à mesurer, mais il nous semble que être riche, c'est aussi se
distinguer du reste de la population par des conditions de vie, par exemple. Ça peut être des conditions de vie très matérielles, la taille de son logement, la taille de sa voiture, sa capacité à se déplacer, etc. Et puis, je l'évoquais dans votre question, on peut aussi discuter de être riche en réseau social, en capital culturel, en diplôme. Tous ces éléments vont contribuer à donner une sécurité sur l'avenir, en particulier en matière de travail, et puis à exercer alors parfois des petits pouvoirs ou de grands qui distinguent du reste de la société. Quand on parle de niveau de vie médian et donc de ce seuil de richesse, nos données, elles sont établies à partir de l'ensemble des revenus du ménage. Donc il n'y a pas seulement, c'est pas une question de salaire, hein, c'est bien l'ensemble de ses revenus, y compris pour les plus riches de revenus du patrimoine, hein, de ces placements ou de logements qu'on a mis en location, desquels on déduit le montant des impôts directs, donc notamment l'impôt sur le revenu, et on le rapporte à une personne seule pour pouvoir mesurer les personnes entre elles et les classer du plus pauvre au plus riche, quelle que soit la taille de leur famille. C'est la raison pour laquelle je vous donnais tout à l'heure un seuil différent pour une personne seule et pour un couple, par exemple. En effet, notre seuil, je vais répondre d'abord à la deuxième question, pour donner droit à cette critique qui me paraît tout à fait logique et légitime. Notre seuil, comme tous les indicateurs, il peut et il doit être critiqué. Donc à quel niveau le fixer? Est-ce que c'est 3006 ou 3700 euros, hein, si j'arrondis, ou beaucoup plus? La première critique, c'est que la richesse au-dessus de ce seuil, elle peut monter tellement haut que on va toujours plutôt désigner plus riche que soi. On trouve toujours, à moins d'être Bernard Arnault, un plus riche que soi en France. D'autant que le prix de l'immobilier notamment n'est pas le même selon le lieu où on vit. Donc en effet, quand on gagne 3700 euros à Paris, on ne vit pas de la même manière qu'à Limoges, par exemple. Le prix du logement n'est pas le même. Ça, c'est l'avantage et la limite du niveau de vie. Hein. C'est-à-dire que le niveau de vie, c'est ce dont on dispose à la fin du mois pour vivre, y compris pour faire des choix de logement. On peut souligner tout de même que, même à Paris, les inégalités sont très grandes. Il y a beaucoup de personnes qui vivent avec moins que le seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté fixé au même niveau pour Paris et pour Limoges. Donc les inégalités dans les grandes villes, et notamment à Paris, sont très très grandes. Et puis on peut souligner aussi que le coût du logement n'est pas le même pour tous. Et que même à Paris, avec un revenu donné, plus on a un revenu élevé, plus on va pouvoir choisir l'endroit de vivre, dans Paris ou de l'autre côté du périphérique. À quelques centaines de mètres, on va trouver les plus beaux quartiers de l'ouest parisien, Neuilly-sur-Seine de l'autre côté du périphérique, ou des endroits où la pauvreté concerne une très très grande partie de la population. Donc finalement, ce niveau de vie élevé, c'est aussi celui, l'inverse, si on prenait juste un reste pour vivre, comme par exemple comme notion, après coût du logement, pour mesurer la richesse, mais on pourrait dire de cet indicateur, enfin, c'est quand même pas la même chose, de vivre avec ce reste pour vivre dans le 7e arrondissement ou en Seine-Saint-Denis. Donc vous voyez qu'en fait, quel que soit l'indicateur qu'on va prendre, il y a des critiques, il faut bien garder en tête que c'est avant le prix du logement, je ne peux que vous donner raison. Et alors après, pourquoi ces critiques sont si fortes de la part des personnes qui se voient désignées comme riches et qui peut-être certainement ne parlent pas d'elles de la sorte. Ça peut d'ailleurs, vous disiez, juste au-dessus du seuil, mais ça nous arrive très fréquemment de nous faire prendre à partie par des gens qui parfois gagnent beaucoup plus. C'est très difficile de se reconnaître comme riche, particulièrement quand on a dans ses valeurs une chose très largement partagée dans la société française, qu'on tient à des notions d'égalité, encore plus peut-être quand on se situe politiquement à gauche. Très difficile à reconnaître, et puis très difficile aussi pour une partie des cadres parisiens à imaginer, à savoir que lorsqu'on vit avec 3700 euros par mois, on se situe dans les 7% les plus riches. Ça veut dire qu'il y a 93% des Français qui vivent avec moins. Et là, si on n'appelle pas ces personnes riches, il faut nous dire comment les appeler.
un portrait robot d'une personne riche, donc qui se situe au-dessus de notre seuil de richesse ou plus largement au-dessus du seuil de 10% qu'on va trouver plus communément utilisé par l'INSEE, parce que notre seuil de richesse n'étant pas utilisé par la statistique publique, il y a beaucoup de données qui nous manquent. Mais quand on fait partie des 10% les plus riches, eh bien typiquement, on est plus âgé que la moyenne de la population, on a plutôt 57 ans en moyenne, donc c'est plus âgé que l'ensemble des adultes. On n'a pas ou on n'a plus d'enfants à charge, puisque le poids des enfants compte dans le niveau de vie. Du coup, ne pas avoir d'enfants à charge, ça rend statistiquement les gens plus riches. On est à 82% propriétaire de son logement, et quand on travaille, on est très fréquemment cadre supérieur ou alors chef d'entreprise en profession libérale également. Et puis, la richesse, elle est très concentrée géographiquement. Je commençais à parler de l'Ouest parisien, des Hauts-de-Seine. C'est là qu'on va trouver une grande partie des 10% les plus riches. C'est deux petits départements concentrent 5% des Français, mais 16% des personnes qui appartiennent aux 10% les plus riches et 30% des personnes qui appartiennent aux 1% les plus riches. Et puis, souvent, c'est corrélé, lié à la détention d'un patrimoine. Ça veut dire qu'on est à la fois riche en revenus et riche en patrimoine. C'est pas les contours de ces deux richesses ou du portrait social de ces deux types de riches ne se recoupent pas à 100%, mais il y a quand même d'énormes points communs. Le fait de détenir un patrimoine apporte des revenus qui contribuent aux revenus des personnes riches. Le fait d'être riche permet de mettre beaucoup d'argent de côté, d'épargner beaucoup plus que dans le reste de la population. C'est aussi quelque chose qui distingue les riches, c'est de pouvoir d'avoir une grosse capacité d'épargne, donc de se constituer un patrimoine, et puis à partir d'un certain âge, d'arriver dans les personnes qu'on va appeler fortunées, c'est-à-dire qui dépassent notre seuil de fortune. On est riche en revenus, on n'est pas obligé de compter tout ce qu'on dépense. Et en particulier, ça permet, on en a déjà parlé avec le lieu où on habite, de choisir le lieu où on habite, de vivre dans les quartiers les plus chers, et puis d'habiter dans des logements plus grands, plus confortables. On estime que une personne au-dessus de notre seuil de richesse, elle dispose de 60 mètres carrés en moyenne. Alors c'est peut-être pas vrai à Paris, mais il faudrait y regarder de plus près. Là aussi, la dimension géographique serait intéressante à explorer. 60 mètres carrés par personne, c'est à comparer à 40 mètres carrés par personne pour l'ensemble de la population. Voilà, on pourrait regarder aussi comment on s'habille, comment on peut pratiquer les sports de son choix, les sorties culturelles. On peut aussi, pour une partie, c'est beaucoup plus fréquent chez les cadres, par exemple, donc c'est 10 fois plus fréquent chez les cadres que chez les employés et les ouvriers, faire appel à des services à domicile et donc se libérer du temps, justement pour pouvoir se déplacer, partir en vacances, partir au ski, utiliser pour qui dispose d'une résidence secondaire, un privilège qui est réservé à 5% de la population, de temps pour rencontrer ses amis ou de temps de loisirs. Bon, la France n'a peut-être pas dit son dernier mot, espérons qu'un jour on disposera aussi de ces données. Je vois rien qui s'y oppose. Lorsqu'on a posé la question à l'INSEE, l'Institut national de la statistique publique nous a répondu qu'il n'y avait pas de demande sociale sur le sujet. Donc là, à nous de faire ce travail, de dire qu'on a besoin de ce seuil pour mesurer et décrire la société dans son ensemble. Et puis aux chercheurs, aux journalistes de s'en emparer, de poser la question à l'INSEE. On peut tout à fait imaginer que l'INSEE produise un jour ces données, comme le fait le gouvernement allemand, après avoir réfléchi, discuté, envisagé plusieurs seuils possibles. Alors justement, ça c'est une étude qui a été réalisée par l'INSEE, qui a demandé aux Français de se positionner sur une échelle de 0 à 10 en matière de bien-être, de satisfaction dans la vie. Et ce qu'on voit, on peut s'y attendre, c'est que plus on est pauvre, plus on donne une note basse, et plus on est riche, plus on donne une note élevée. Donc l'argent, en partie, fait bien le bonheur, mais il y a une limite à ça. À partir de 2100 €, en fait, on voit plus la note s'élever.
Donc, comme si finalement, à partir d'un certain niveau, eh bien, c'est plus l'argent qui rentre en ligne de compte pour élever le bonheur. Alors, ça nous paraît intéressant de relever, bon, tout à fait discutable. Hein. Peut-être si on avait posé une autre question aux Français, ils auraient pu répondre avec une autre note ou avec d'autres nuances en fonction du revenu. Mais en tout cas, intéressant de relever. Et très souvent, on se dit dans notre équipe, mais pourquoi, à quoi peuvent servir, alors je parle pas de 2100 euros, mais bien au-delà d'accumuler d'immenses fortunes, des patrimoines, au bout d'un moment, à quoi ça sert tous ces zéros derrière? Quelle est l'utilité sociale ou individuelle de cette accumulation? On ne sait plus répondre à cette question. Oui, ce sont des données inédites qu'on a demandé à un économiste de calculer pour nous. Il s'appelle Pierre Madec, on le remercie d'avoir accepté de faire ces estimations. Là, c'est vraiment ce qu'on aimerait pouvoir dire, mais sur de plus longues séries, c'est-à-dire pouvoir remonter plus dans le temps, c'est vraiment ce type de données qui nous manque en l'absence d'un seuil de richesse retenu par l'INSEE. Autant on peut dire comment a évolué le nombre de pauvres, les revenus, l'intensité de la pauvreté des personnes pauvres, autant sur la richesse on ne le sait pas. Alors il a fait cette estimation sur 10 ans. Je le précise parce que le sentiment que vous avez, dont vous ne faites part, il vient de plusieurs choses, et notamment du fait qu'en fait, la période de 10 ans qu'il a découpée, elle démarre en 2010, que 2011 probablement a marqué, selon beaucoup d'autres indicateurs dont nous disposons sur les inégalités, un pic qui succède à une décennie précédente de hausse très importante des revenus du haut de la société, et donc très probablement ça succède à une augmentation importante du nombre des riches et des revenus des riches. Ce qu'il faut retenir, c'est que sur 20 ans, les plus aisés se sont enrichis. Ils sont peut-être plus nombreux, mais on ne sait pas le dire exactement. En tout cas, c'est sûr, on mesure le revenu, on voit qu'ils se sont beaucoup plus enrichis que le reste de la population. Et que du coup, ce qu'on mesure quand on se restreint à 10 ans, c'est une période assez brève de baisse en 2012-2013, et puis ensuite, plutôt une stabilité sur les dernières années, à condition de retenir donc notre seuil à 3 700 euros. Si on zoomait sur le 1% le plus riche, là, notre discours serait probablement différent. C'est-à-dire que cette phase de stabilité qui suit une période de montée des inégalités par le haut, eh bien, on ne va pas la retrouver quand on regarde, quand on zoome sur les très riches. Là, au contraire, ce qu'on voit, c'est une poursuite de l'envolée des très hauts salaires et une poursuite aussi du côté du patrimoine, de l'envolée des très grandes fortunes. Concentration dans le haut de l'échelle des revenus et des patrimoines. Et puis, cette stabilité du nombre de riches, encore une fois, c'est un plateau après une période d'augmentation. Eh bien, c'est un indicateur qui, il y a 20 ans, était de 1. Ça veut dire que les 10% les plus aisés gagner 100% une fois autant que les 40%, l'ensemble des 40% les plus modestes de la société française. Alors ce ratio de Palma, il fait partie de ces indicateurs qu'on peut suivre, alors pour le coup grâce aux données de l'INSEE régulièrement, et qui mesurent l'évolution des inégalités entre le haut et le bas de la société, et qui montre là aussi un pic après une longue période de hausse atteint aux alentours de 2011-2012, depuis après un peu un léger recul, et puis une stabilité, en tout cas des oscillations beaucoup plus faibles sur ces dernières années. Alors, ce qui est typique des personnes riches, c'est qu'elles ont ce type de revenus financiers que vous venez de mentionner. Alors, ça n'empêche pas qu'elles ont d'abord des revenus du travail. Même quand on appartient à la tranche située entre les 10% les plus riches et le 1% les plus riches, le travail, alors travail, ça peut être salaire, ça peut être revenu de travailleurs indépendants, de professions libérales, etc. Ils sont très bien représentés parmi les riches. Et puis, ça peut être aussi les retraites, que je considère ici comme des revenus du travail. Eh bien, ces revenus du travail, même donc quand on appartient à cette
tranche déjà élevée dans les revenus représente encore 88% des ressources. Mais 88%, ça veut dire 13% de revenus du capital, chose totalement inexistante dans les plus basses tranches de revenus. Et puis ensuite, plus on monte dans l'échelle des revenus, et bien plus la part des revenus du capital va progresser dans le total. On atteint 32% quand on est dans le 1% de super riche, et on atteint 48% des revenus avec son capital quand on appartient au 1 pour 1000 le plus riche. Il n'empêche que même pour en moyenne, même pour ce 1% ou 1 pour 1000, si on rapportait ça au montant gagné, eh bien on verrait que les revenus du travail sont extrêmement élevés et beaucoup plus que dans le reste de la population. Donc on ne peut pas vraiment opposer une population de rentiers à des gens qui travailleraient. Ce sont plutôt des personnes qui cumulent de très hautes rémunérations et de très hauts revenus du capital qui les distinguent complètement du reste de la population. En conclusion, je dirais que dans ce rapport, on ne voit pas d'explosion de la richesse en France, mais ce qu'on observe, c'est toute une partie de la France qui va très bien, qui, au final, pour autant qu'on le sache aujourd'hui, a un peu souffert des dernières crises. La crise de 2008 a été rapidement effacée. La crise sanitaire, très probablement, tous les éléments l'indiquent, n'a pas bouleverser la hiérarchie des revenus en France, qui profite d'une grande sécurité et d'horizon de vie très confortable dès 4 000 euros, et qui néanmoins, puisqu'on défend ce seuil à 4 000 euros pour souligner le confort de vie de cette frange de la population qu'on regarde moins souvent, néanmoins il est vrai que sur ces dernières années, c'est du côté des ultra riches que l'enrichissement, la hausse des patrimoines a pour le coup atteint des montants particulièrement des niveaux très très élevés.